Dans quelques heures, le Nigeria sera aux urnes pour élire son nouveau président. La campagne électorale a pris fin ce jeudi dans ce pays, géant démographique et économique du continent africain. Au Burundi, les étudiants de l'université de Bujumbura sont en grève. Ce mouvement, qui a débuté le 14 mars dernier, vise à protester contre le retard dans le paiement de leurs bourses. Enfin, aux États-Unis, 19 personnes ont été blessées et 3 immeubles détruits après une explosion au gaz à New York. Cette explosion a provoqué un incendie en plein cœur de la ville. Très heureux de vous retrouver sur Sika, mesdames et messieurs. Bonjour, nous ouvrons ce journal par le Soudan. Le ministre soudanais de la Défense a confirmé ce jeudi la participation de son pays à l'intervention lancée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Cette opération militaire a pour objectif de soutenir le président yéménite Abderrabo Mansour Hadi, menacé par les rebelles houthis financés par l'Iran. Reportage. Le Soudan prend part à l'opération militaire au Yémen. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le service de presse des forces armées soudanaises à Khartoum. Le pays engagera ses forces terrestres et aériennes pour cette opération qui a déjà été lancée dans la nuit par des raids d'avions saoudiens sur des positions des Houthis. Pour l'instant, aucun détail n'a été donné sur les moyens et le rôle du Soudan dans cette opération. Nous ne pouvons pas abandonner la sécurité du Royaume d'Arabie Saoudite. Pour être honnête, c'est une ligne rouge pour nous. Cette intervention survient au lendemain du séjour du président soudanais Omar el-Béchir, mercredi dernier en Arabie Saoudite, où il s'était entretenu avec le nouveau roi Salman et son ministre de la Défense. Précisons que les forces soudanaises ont déjà commencé à se déplacer vers le site des opérations aux côtés des forces saoudiennes. Direction Burundi à présent, les étudiants de l'université de Bujumbura sont en grève. Ce mouvement a débuté le 14 mars dernier pour protester contre le retard dans le paiement de leurs bourses. À la veille des élections, les étudiants espèrent ainsi que le gouvernement prêtera oreille à leurs revendications. Reportage. Il y a quelques semaines, les étudiants étaient en grève au Burundi pour protester contre un énième retard de leurs bourses. Cette grève générale, moyennement suivie, n'en a pas moins servi d'avertissement au pouvoir avant les législatives de mai et la présidentielle de juin à haut risque, alors que les tensions sont fortes à la perspective d'une nouvelle candidature du chef de l'État, Pierre Nkurunziza. Ces grèves chroniques sont surveillées de près par le pouvoir. Quand ils cessent d'aller en cours, les étudiants ont tendance à manifester et quand, comme maintenant, le sentiment de frustration est généralisé parmi la population, leur capacité d'entraînement est réelle. Le Burundi, peuplé de 10 millions d'habitants et au revenu national brut d'à peine $260 par tête, manque cruellement de sources de revenus. Le petit pays rural d'Afrique des Grands Lacs, dont la production agricole ne suffit pas aux besoins d'une population à forte croissance, vit sous perfusion de l'aide internationale et cumule les contre-performances économiques. Les étudiants espèrent qu'avec ces élections, viendra un dirigeant qui pourra résoudre leurs problèmes. Toujours au Burundi, médias et sociétés civiles endossent désormais depuis plusieurs mois le rôle de principal parti et contre-pouvoir. Ceci en lieu et place de l'opposition qui reste fragilisée, harcelée ou incarcérée. Les opposants burundais payent le prix fort de leur opposition, ceci à 2 mois des élections qui s'annoncent tendues dans ce pays. Les détails dans ce reportage. Dans ce studio d'une radio privée de Bujumbura, la capitale du Burundi, l'invité du jour est Agathon Rwasa, le principal opposant au régime en place. En discussion, une agression quelques jours auparavant contre sa femme, blessée par une arme à feu. Le politicien accuse le gouvernement de tentative de meurtre et la radio affirme qu'il existe une liste de personnes à abattre à l'approche des élections en mai et en juin. Le gouvernement a adopté une attitude plutôt agressive à l'encontre de la société civile. Et dès que des gens disent des choses qui ne leur plaisent pas, comme par exemple quand certains ont critiqué le non-respect des droits de l'homme, le gouvernement les considère alors comme opposants politiques. Cette radio RPA diffuse fréquemment des informations considérées comme critiques pour le gouvernement, qui à son tour accuse la station d'être un outil de l'opposition politique.
En février, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour célébrer la libération du directeur de la radio, Bob Ruggierica, qui avait été inculpé de complicité d'assassinat de 3 religieuses italiennes. Il avait été incarcéré après avoir diffusé le témoignage d'un homme qui mettait en cause des hauts responsables du gouvernement dans cette affaire. Donc, on a su qu'on prend le risque. On savait même qu'on peut être assassiné. Mais on n'avait pas de choix. On n'avait pas d'autre choix parce que ça relève d'une obligation d'abord professionnelle, mais aussi une obligation morale de dire la vérité que tu as découvert dans ton travail de recherche. D'après l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, l'arrestation de Ruggierica fait partie d'une tendance plus globale. Depuis 2010, la société civile, les médias et les opposants politiques sont plus exposés, menacés, intimidés et parfois même empêchés de travailler. Le droit de vivre, d'être protégé, la liberté d'expression, le droit de participer à un processus démocratique, c'est ce pourquoi nous nous battons. Et nous devons continuer à faire ce que nous faisons, quelles que soient les pressions, ou ce à quoi nous pourrions être confrontés demain. Parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, il sera trop tard demain. Le Burundi a parcouru un long chemin depuis la fin de la guerre civile en 2006. Les élections à venir seront un test pour la démocratie dans le pays qui s'annonce à haut risque. Destination le Nigeria. À présent, dans quelques heures, les Nigérians seront aux urnes pour élire leur président. Le vote a lieu ce samedi 28 mars. Les derniers appels ont été lancés aux électeurs et les mesures de sécurité renforcées. La campagne électorale a pris fin ce jeudi soir dans ce pays géant démographique et économique du continent africain. Mais à quelques heures de la clôture officielle de cette campagne électorale, le président Goodluck Ebele Jonathan et son principal rival, l'ancien général Muhammadu Buhari, ont donné au coude à coude par les sondages, ont fait leur dernière sortie. Les deux rivaux se sont à nouveau engagés à faire régner le calme dans leur camp respectif lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté l'archevêque catholique d'Abuja et le sultan de Sokoto, la plus grande autorité musulmane du pays. Rappelons que le Nigeria est un pays où les dissensions politiques attisent souvent les tensions religieuses. Le Nigeria est donc sous tension à la veille de ce scrutin du 28 mars. Les élections présidentielles de ce samedi s'annoncent très serrées. Certains États pourraient servir d'arbitre à ces élections au regard du nombre de leurs électeurs. Le décryptage dans ce dossier de la rédaction de Sika que je vous propose de suivre. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et première puissance économique du continent, se rendra aux urnes ce samedi 28 mars pour les élections présidentielles et législatives, annoncées comme les plus serrées de son histoire. 5 États stratégiques de cette fédération pourraient faire basculer le vote en faveur du président sortant Goodluck Jonathan, candidat du Parti démocratique populaire PDP, ou de son adversaire Muhammadu Buhari, du Congrès progressiste APC, une coalition d'opposition. D'abord, Lagos, dans le sud-est, est la plus grande ville du continent africain, avec une population d'environ 20 millions d'habitants, dont 5,8 millions d'électeurs. Cet État est gouverné par l'opposition depuis le retour de la démocratie au Nigeria en 1999. Mais le PDP a aussi enregistré de bons scores dans la capitale économique lors des précédentes présidentielles. Goodluck Jonathan et Buhari ont tous deux mené une campagne très intense à Lagos qui, selon l'expert, ne penche clairement ni pour l'un ni pour l'autre des candidats. Autre État qui sera décisif pour ces élections, Kano, situé dans le nord du Nigeria, est le second État du pays par le nombre d'habitants. 3 facteurs pourraient jouer en faveur de Buhari à Kano, État aux 5 millions d'électeurs. Le gouverneur Rabiu Kwankwaso a quitté le PDP pour l'APC l'année dernière, ce qui pourrait influencer son électorat. L'ancien gouverneur de cet État, Ibrahim Shekaro, était l'un des nombreux candidats de l'opposition à la dernière présidentielle et il avait obtenu 526 000 voix. Aujourd'hui, candidat d'une opposition rassemblée, Muhammadu Buhari a des chances d'y bénéficier d'un plus grand soutien. Depuis 2011, Kano a été frappé par des dizaines d'attentats de Boko Haram. L'ex-général Buhari, qui a promis de combattre l'insurrection islamiste, pourrait séduire les nombreux électeurs critiques du bilan de Goodluck Jonathan en matière de sécurité. Goodluck Jonathan devrait être en terrain conquis dans l'état de Rivers, en plein sud pétrolier, sa région d'origine.
Le PDP y a remporté toutes les élections locales et nationales depuis la fin des dictatures militaires. Mais le gouverneur Rotimi Amaechi, ancien pilier du PDP, a quitté le parti l'an dernier pour devenir un virulent détracteur du chef de l'État et le directeur de campagne de Muhammadu Buhari. Il pourrait entraîner avec lui une partie des 2,5 millions d'électeurs de cet État. Autre État du Nord, Kaduna. En théorie, les 3,4 millions d'électeurs devraient pencher en faveur de Buhari, qui y a longtemps vécu. Mais en 2011, Buhari et Jonathan y étaient au coude à coude avec un écart d'à peine 150 000 voix. Borno, État du Nord-Est, a été le plus durement affecté par le groupe islamiste armé Boko Haram depuis 2009. La population devrait voter massivement en faveur de Buhari, le président sortant n'ayant pas su juguler les violences jusqu'à une offensive récente de l'armée nigériane aidée des pays voisins. Mais une inconnue de taille concerne le vote des centaines de milliers de déplacés qui ont dû fuir leur foyer à cause des attaques. La commission électorale assure avoir installé des bureaux de vote à l'intérieur et à proximité des camps de déplacés. Mais le défi logistique est lourd et le vote de ces habitants, qui n'ont souvent aucun papier aidant à les identifier, pourrait poser un problème légal et engendrer des tensions, surtout en cas de scrutin très serré. Un tour aux États-Unis à présent, 19 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement après une explosion vraisemblablement due au gaz à New York. Cette explosion a provoqué l'effondrement de 3 immeubles et un important incendie en plein cœur de la ville. Reportage. D'après le porte-parole des pompiers, 5 heures après le début de l'incendie, plus de 200 soldats du feu combattaient toujours le sinistre qui a touché des bâtiments de magasins et d'habitations dans le quartier de l'East Village sur l'île de Manhattan. Le bilan de cette explosion est important, 19 blessés dont 4 grièvement, 2 immeubles, le 121 2nd Avenue, lieu de l'explosion initiale, et un bâtiment adjacent ainsi que le 123 2nd Avenue se sont complètement effondrés. Un 4e bâtiment a été très endommagé par l'incendie qui a suivi. Selon le maire de New York, Bill de Blasio, l'explosion initiale a été provoquée par des travaux sur des conduites d'eau et de gaz réalisés sur l'avenue devant les bâtiments touchés. Nos équipes sont arrivées en moins de 3 minutes sur les lieux et elles ne s'attendaient certainement pas à voir la façade de l'immeuble complètement soufflée par l'explosion. Pendant les 15 premières minutes, avant que l'immeuble ne commence à s'effondrer, nous avons effectué des recherches périlleuses dans les immeubles pour rechercher des victimes, mais nous avions été forcés de sortir à cause des effondrements qui ont suivi au 123 et 121. L'odeur de brûlé et la fumée enveloppaient une bonne partie de Manhattan sur une quarantaine de pâtés de maisons vers le nord. Les autorités ont conseillé aux New-Yorkais de laisser leurs fenêtres fermées pour éviter tout problème causé par l'inhalation. La Croix-Rouge a de son côté installé un hébergement d'urgence dans une école proche pour les personnes qui habitaient dans ces immeubles effondrés ou endommagés. L'East Village est l'un des quartiers les plus prisés par les artistes et les New-Yorkais les plus aisés. Il compte de très nombreuses boutiques, des bars et des restaurants. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Sika.